de Beauport Limoilou. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tout d'abord mon collègue d'Armand Cole-Albert pour avoir partagé son temps précieux, parce qu'évidemment, étant donné qu'on a un projet de loi mammouth, monstrueux, eh bien, vous savez, 10 minutes pour aborder certains aspects, c'est trop peu. Et je le remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce temps afin que je puisse aborder certains aspects du budget qui touchent particulièrement les gens de Beauport-Limoilou. Mais avant de commencer, Monsieur le Président, je ne peux pas m'empêcher de saisir la balle au bond lancée par le secrétaire parlementaire en lui demandant, mais où sont les avions de combat en remplacement? Où sont les bateaux qui sont censés remplacer, permettre de maintenir la capacité opérationnelle de nos forces armées, de notre garde côtière? On pourrait même poser la question dans quel endroit au fond du fleuve est rendu le pinceau pour repeindre le pont de Québec, rendu à ce point-là. Vous savez, je pourrais faire comme mes collègues conservateurs, faire une recension de tous les manquements de ce gouvernement conservateur, mais ça serait trop long, puis ça m'empêcherait d'aborder les points sensibles qui touchent particulièrement les gens de Beauport-Limoilou. Non, je manque vraiment de temps. Alors, vous savez, on a largement souligné le caractère omnibus de ce projet de loi. Plus de 450 pages, plus de 400 articles, c'est épouvantable, c'est totalement irrespectueux de la population canadienne. Puis on ne parle pas de l'attribution de temps qui limite largement nos débats, en plus de la bouffonnerie qui va avoir cours dans les comités, parce que vous savez que ce projet de loi de mise en œuvre du budget est réservé au comité des finances, mais évidemment les conservateurs vont continuer dans leur outrage vis-à-vis de l'ensemble de la population canadienne en cherchant à en faire une étude impossible à amender de différentes parties, entre autres sans doute au Comité de l'industrie, sciences et technologies, dont je suis très fier d'être le membre. Alors, vous savez, passons sur cette honte dans la manière d'agir du côté des conservateurs pour se concentrer sur un aspect, en fait, l'aspect de la partie 16, de la section 16, excusez-moi, du projet de loi qui touche à des modifications à la loi maritime du Canada. Puis si j'aborde la question, évidemment, c'est que vous savez, vous connaissez, Monsieur le Président, l'affaire qui touche mes citoyens dans Beauport-Limoilou, la contamination à un mélange de poussière, mais entre autres une composante de poussière de nickel très important venant du port de Québec, dans des opérations de la compagnie Arrimage Québec. Alors évidemment, Monsieur le Président, comme tout le monde, j'ai abordé dans des conditions indescriptibles la lecture de cet immense projet de loi. Et après avoir regardé le sommaire, j'ai décidé de me concentrer sur cette section parce qu'il y a plusieurs modifications qui ouvrent des portes vraiment très largement. Et on peut se poser la question sur les motivations, les intentions profondes du gouvernement. Parce que vous savez, Monsieur le Président, quand on décide de modifier des aspects, des articles de nos lois, on ne cherche pas à les modifier simplement pour des questions de détail ou sans avoir l'intention à ce que ces articles s'appliquent largement. Dans le fond, une fois que la porte est ouverte, c'est impossible de la refermer, sauf par une volonté très, très forte de vouloir établir des choses. Alors, je vais soulever plusieurs questions qui sont liées à ça. Je vais commencer par l'article 228 qui indique que l'article 46 de la loi maritime du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe 2.1, entre autres, du paragraphe 2.11, toute administration portuaire peut acquérir un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral à la condition que soient délivrées au préalable des lettres patentes supplémentaires. Et ces biens vont se retrouver, Monsieur le Président, à devenir un immeuble ou un bien réel autre qu'un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral. Ça porte déjà énormément à conséquence parce que vous savez, Monsieur le Président, sans doute qu'une administration portuaire canadienne ne peut ni céder, ni aliéner, ni emprunter sur un bien ou un immeuble fédéral réel. Alors, évidemment, une fois que la porte est ouverte, on peut imaginer, puis en plus, là, le gouvernement va y aller à la pièce parce que selon les administrations portuaires, au cas par cas, il va octroyer des lettres patentes qui vont être adaptées à certains contextes. On a pu comprendre, Monsieur le Président, que ces modifications voulaient résoudre ou enfin étaient une concession pour un cas particulier dans une partie du Canada, mais ça risque d'amener tout un chapelet de conséquences qui peuvent être très hasardeuses et même périlleuses pour les gens qui vivent à proximité
d'un port d'une grande administration portuaire au pays. Et je vous signale d'ailleurs que toutes les grandes villes canadiennes ont une administration portuaire. Donc, on parle de bassins de population énormes qui peuvent être touchés par ces changements, qui peuvent amener potentiellement, qui sait, ultimement, parce qu'on n'a absolument aucune idée jusqu'où ça peut arrêter, des privatisations à la pièce ou totales. Pourquoi pas? Je vais vous amener maintenant, Monsieur le Président, à l'article 231 du même projet de loi. Un article qui se retrouve à modifier, en fait, à ajouter énormément de pièces à l'article 64, là, qui se retrouve à avoir plusieurs ajouts. C'est assez étonnant de la manière que c'est amené. Ça se retrouve à toucher les entreprises situées dans un port, c'est-à-dire que le gouverneur en conseil va se retrouver à avoir le pouvoir de prendre des règlements concernant les entreprises qui sont situées ou dont il est prévu qu'elles seront situées dans un port, notamment à l'égard du développement du port, de son utilisation et de la protection de son environnement en lien avec ces entreprises. Mais là, Monsieur le Président, quand on regarde tous les détails, bien, on se retrouve à comprendre, là encore, que le gouvernement en soumet de façon cachée, par voie réglementaire, va pouvoir, à la pièce, adopter des règles qui vont être adaptées aux besoins ou aux caprices même d'entreprises qui œuvrent dans nos grands ports canadiens. Et vous savez, Monsieur le Président, je vous rappelle que depuis que l'affaire de la contamination aux poussières a éclaté il y a de ça 2 ans et qu'on continue vaillamment à maintenir ça sous le feu des projecteurs, on a pu voir dans son comportement qu'Arrimage Québec cherchait toujours à se défiler de ses responsabilités et à bénéficier d'un cadre d'impunité, cadre qui risque malheureusement, si je comprends bien la logique de ces ajouts, cadre qui pourrait lui être donné complaisamment par un gouvernement qui a bénéficié de près de 20 000 $ de dons des hauts cadres de cette entreprise, dont le président fondateur d'Arrimage Québec. Alors, vous savez, Monsieur le Président, quand on voit justement la porte ouverte, en fait, le terrain aménagé pour un cercle de petits amis, potentiellement, il y a de quoi à être effrayé et à poser des questions légitimes. Mais malheureusement, Monsieur le Président, on l'examine dans le cadre d'un immense projet de loi omnibus, qu'on n'aura pas le choix de se retrouver à exercer notre droit de vote dans l'ensemble. Donc, nous allons voter contre, évidemment, parce qu'il y a trop de mesures qui sont inacceptables là-dedans. Et après ça, les représentants du gouvernement vont pouvoir ânonner, croasser ou hoqueter. Vous avez voté pour telle mesure. Je veux dire, un comportement indigne d'un adulte. Je ne qualifierais pas ça d'enfantillage parce que... Non, mais je trouve ça irrespectueux pour les enfants. Je trouve que les enfants se comportent mieux que bien des adultes, en fin de compte. Enfin, oui, merci. Vous avez tout à fait raison, mon cher collègue. Alors, un autre aspect aussi qui est touché, excusez-moi, Monsieur le Président. Ah oui, en fait, je vais terminer là-dessus, parce que, écoutez, je pourrais encore en parler 10 autres minutes, mais je ne reprocherai pas à mon collègue d'Armouth Cole Albert de s'être réservé 10 minutes pour défendre ses commettants. À 64.93, en fait, c'était la suite d'article 231. 64.93, si jamais il est adopté, ça indique que les règlements pris en vertu du paragraphe 64.11 ne peuvent servir de fondement à aucun recours civil, ni à aucune ordonnance, amende ou sanction pécuniaire à l'égard d'une entreprise qui est située dans un port contre Sa Majesté du chef du Canada ou une administration portuaire en sa qualité de titulaire d'un intérêt ou d'un droit dans ce port. Alors, Monsieur le Président, il faudra voir quelle va être la portée. Mais encore là, ça soulève beaucoup plus de questions que ça ne répond aux préoccupations qu'on peut avoir. Puis là, Monsieur le Président, en conclusion, ce qui est vraiment désolant, ce qu'il faut dénoncer haut et fort, c'est qu'en fin de compte,
J'imagine que cette section va être examinée, on va chercher à l'envoyer au comité des transports. Bien, malheureusement, on ne pourra pas aller à fond, on ne pourra pas proposer d'amendement. Tout va être fait dans le désordre et, évidemment, les conservateurs vont en profiter sans doute pour flatter l'ego de leurs petits amis proches. Alors, je vous remercie, M. le Président. Je suis prêt à entendre les questions et les commentaires de mes collègues. Questions and comments. Questions et commentaires? Louis Hébert. Merci, M. le Président. Je remercie mon collègue de Beauport-Limoilou. Je ne sais pas si vous avez remarqué, est-ce qu'il a parlé de budget? Pas du tout. Était-il hors d'ordre? Pas du tout. Et ça, c'est l'absurdité qu'on a dans ces projets de loi mammouth. Il a été pertinent comme ça se peut pas par rapport au projet de loi et il n'a pas parlé de budget. Pourquoi qu'on est dans ce genre de cadre-là? Tout ce qu'il a parlé aurait mérité dans un projet de loi à part. Et on pourra en trouver des dizaines d'autres comme ça. Alors, je voudrais demander à mon collègue, parce qu'il y a une chose qui m'a inquiété dans son discours, c'est l'aspect réglementaire qui semble se dégager de ces cadres-là. On fait des structures, on a l'air de mettre en place un cadre dont on ne sait pas comment que ça va s'appliquer, mais seulement par voie réglementaire. Donc, à un moment donné, ça va apparaître quelque part, on ne le saura pas trop, on va le découvrir peut-être quand il y aura un abus. J'aimerais que mon collègue commente là-dessus. Merci. La députée de Beauport-Limoilou. Je remercie mon collègue de Louis Hébert pour sa question et ses observations qui sont particulièrement pertinentes. Puis ça va m'amener sur un autre aspect que je n'ai pas eu le temps d'aborder dans le cadre de mon discours. C'est que justement, quand on parle de prendre la voie réglementaire comme ça amène malheureusement à des comportements qui peuvent avoir des conséquences énormes. J'amène l'attention de mon collègue sur le fait que dans l'article 231, il y aurait un article 64.4 qui serait ajouté à la Loi maritime du Canada indiquant que les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1.1 l'emportent sur tout règlement administratif, pratique et procédure, autre instrument semblable ou plan d'utilisation des sols incompatible pris par une administration portuaire. Alors là, M. le Président, il y avait déjà des instruments qui pouvaient permettre à une communauté de pouvoir prendre en compte ou évaluer les actions d'une administration portuaire. Mais là, le gouvernement pourrait se retrouver à carrément passer en sous-main de façon cachée, mettre devant le fait accompli une population qui serait prise en otage par des décisions qui seraient prises à Ottawa dans des officines et qui serait très difficile de suivre, de pouvoir surveiller et de pouvoir surtout mesurer les conséquences une fois mis en place leur application. Questions and comments. Questions et commentaires, l'honorable député de Winnipeg-Nord. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais revenir aux observations formulées par l'un des députés. Il a dit qu'il ne parlait pas vraiment du budget, mais plutôt que du contenu du projet de loi d'exécution du budget. Il y a un autre aspect ici. Il y a de nombreux éléments qui auraient dû être inclus dans le projet de loi budgétaire. Par exemple, l'une des questions les plus importantes à laquelle les Canadiens font face chaque jour, c'est-à-dire le système de santé. En 2014, l'accord sur la santé a expiré. Ça avait été signé entre les provinces et le gouvernement fédéral à l'époque pour garantir un financement pendant 10 années consécutives. C'est expiré, mais pourtant, dans le processus budgétaire, dans le document que nous avons aujourd'hui, aucune mention n'est faite quant à l'importance de ce soutien financier suivi. On ne parle pas d'un nouvel accord sur la santé. Le député peut-il nous dire à quel point il est important de travailler avec les provinces pour conclure un accord sur la santé? For Beauport-Limoilou. L'honorable député de Beauport-Limoilou. Je remercie mon collègue de Winnipeg-Nord pour sa question. Ça me permet de signaler que pendant que l'opposition prend tout le poids des débats, on voit nos collègues conservateurs rester assis.
même si on a un projet de loi monstre de plus de 400 articles qu'il faut examiner, qu'il faut étudier. C'est absolument inconcevable en partant. Puis là, bien évidemment, comme le signalait mon collègue, le gouvernement conservateur a imposé aux provinces un cadre de transfert de façon totalement honteuse. En fait, c'était épouvantable que le palier fédéral puisse chercher à imposer sa volonté au gouvernement des provinces. C'est quelque chose qui était inqualifiable. Mais je voudrais lui rappeler quand même que le cadre initial lié au transfert en santé, il y a une cinquantaine d'années, prévoyait que le fédéral assumait la moitié des coûts. Malheureusement, les gouvernements successifs de Jean Chrétien et de Paul Martin ont négocié puis ont réussi à obtenir un partage beaucoup plus inéquitable qui a rajouté du poids du côté des provinces. C'est quelque chose de vraiment déplorable.